Dans une note de l'administration de la Défense nationale, le développement du digital se place aujourd'hui au cœur des enjeux futurs pour notre pays. La place du numérique dans les échanges et les services plus en plus importante. Le développement économique et social porté par cette transformation n'est pas possible que s'il bénéficie d'un climat de confiance pour l'ensemble des services digitaux. Les acteurs économiques, les administrations et organismes publics ont besoin alors d'un environnement juridique rassurant pour lancer de nouveaux services et de la même manière, les citoyens doivent se sentir juridiquement protégés pour effectuer de plus en plus des opérations en ligne. Cette confiance numérique se traduit notamment par une utilisation accrue de la certification électronique. Pour accroître l'efficacité des services en ligne publics et privés et donner un nouvel élan pour le développement de l'activité économique et de la transformation digitale dans notre pays, le cadre juridique relatif à l'échange électronique de données juridiques doit être revu pour fournir des alternatives plus adaptées aux enjeux et au niveau de sécurité requis par l'usage des certificats électroniques. Alors on est face à un nouveau cadre juridique pour faire évoluer l'offre de certification électronique. Un premier cadre réglementaire sur l'utilisation de la certification électronique a été mis en place en 2007 par la loi 5305 dans notre pays avec la loi relative à l'échange électronique des données juridiques. Bien que ce dernier cadre réglementaire a été établi, le constat aujourd'hui est que la certification électronique ne s'est pas développée à la hauteur des attentes et des besoins des citoyens, des acteurs économiques ou des administrations. En effet, la réglementation établie pour cadrer les usages autour de la certification électronique en cherchant à apporter le plus de sécurité possible aux usagers, n'étant pas souple pour favoriser un développement généralisé de la certification électronique. À cette rigidité s'ajoute aussi l'absence de projets d'envergure de digitalisation basés sur la certification électronique. Le marché actuel demeure modeste pour permettre d'industrialiser et d'enrichir l'offre actuelle. Cette offre concentre actuellement sur la signature sécurisée qui ne peut pas être adoptée pour la majorité des usagers en raison de sa complexité. Se basant sur ces constats, il a été établi que la réglementation et l'écosystème de la confiance numérique doivent évoluer pour mieux répondre aux attentes des citoyens et des acteurs économiques publics et privés. Vis-à-vis de la réglementation, les alternatives à la signature sécurisée sont d'un côté peu encadrées pour être perçues comme juridiquement valables et de l'autre côté, la seule signature sécurisée s'avère trop contraignante pour généraliser les usages. Aujourd'hui, on a un cadre juridique qui répond aux besoins exprimés par les acteurs économiques et les administrations. Il s'agit de la loi numéro 4320 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques qui a été élaborée suite aux incendies du Mont-Royal. À l'essai d'une étude qui a été menée par l'administration de la Défense nationale pour définir une feuille de route sur l'évolution de l'offre de certification numérique dans notre pays, de la collecte des besoins à l'élaboration de cette feuille de route, de nombreux acteurs économiques ont été ainsi rencontrés afin de recenser leurs besoins spécifiques et d'évaluer la maturité des usages économiques et les attentes en matière de confiance numérique. Ils ont été interrogés sur leur vision de développement actuel
de la certification électronique au Maroc et les éventuels freins rencontrés ainsi que leurs besoins futurs en matière de certification électronique. À l'issue de ces entretiens, un état de lieu des usages actuels a pu être dressé, permettant d'avoir une vision concrète sur les infrastructures existantes ainsi que la volonté de nombreux acteurs de dématérialiser leurs services. Alors, on a un cadre juridique enrichi d'approches et d'initiatives internationales, variées et pragmatiques. En parallèle aux entretiens sus-évoqués, une revue de certains cadres juridiques internationaux et initiatives de pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Malaisie ou encore la Corée du Sud a été menée afin d'enrichir l'étude d'approches et initiatives variées et pragmatiques à l'égard des évolutions internationales dans le domaine de la confiance numérique. Notre pays a mis à niveau son cadre juridique pour être cohérent et comparable à celui de ses partenaires économiques. Avec l'émergence des services dématérialisés, les réglementations internationales ont dû évoluer afin de fournir un cadre légal adapté aux usages et garantir la protection des utilisateurs. Il y a le règlement de l'Union européenne, EIDAS, très important de le connaître, Electronic Identification and Trust Services, EIDAS, qui est devenu applicable le 1er juillet 2016, a suscité une confiance accrue dans les transactions électroniques en fournissant un socle commun pour les pays de l'espace européen et plus complet pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques au moyen d'une multitude de services de confiance. Deuxième élément, un cadre juridique moins contraignant, plus complet et adapté à la diversité des usagers. Le cadre juridique dans notre pays instaure un régime moins contraignant afin de permettre la digitalisation de la majorité des usagers. Souvent, à faible ou moyen enjeu, niveau non qualifié, tout en conservant un régime à haut niveau de sécurité plus strict et bénéficiant d'un effet juridique plus important pour couvrir les usagers à plus forts enjeux. À ce moment-là, on parle d'un niveau qualifié pour une sécurité maximale. Il s'agit en fait d'affirmer la réglementation qui permet d'intégrer l'ensemble de ces évolutions, tout en consolidant les acquis et en capitalisant sur les investissements déjà réalisés. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 a mis en évidence la nécessité de développer rapidement des services publics en ligne, afin que le citoyen, ou les citoyens, je préfère, puissent les utiliser pour s'adresser à distance au pouvoir public et pour permettre à l'administration et aux acteurs économiques publics et privés de développer de nombreux téléservices et de contribuer ainsi à l'accélération de la transformation numérique du royaume. Et dans ce sens, la loi 43-20 a levé les différents obstacles juridiques identifiés au développement du marché de la confiance numérique au Maroc. Les modifications ainsi apportées permettent d'encadrer davantage les niveaux non qualifiés en rajoutant un niveau intermédiaire dit avancé à l'instar de la réglementation européenne. Ce niveau permet de répondre aux contraintes légales qui incombent à chaque type de transaction et de couvrir la plupart des besoins afin de garantir son adoption à grande échelle.
permet également une meilleure reconnaissance juridique que le niveau simple. À ce titre, 3 niveaux de signature sont ainsi proposés, niveau simple, niveau avancé et niveau qualifié, qu'on va voir en détail lors du développement de notre sujet. Le premier, quand on parle du niveau simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence technique ou fonctionnelle spécifiée pour un usage simplifié, et pas de présomption de fiabilité, c'est-à-dire que la charge de la preuve revient au défendeur. Concernant le niveau avancé, il y a une meilleure reconnaissance juridique que le niveau simple, c'est-à-dire dans ce cas-là, il y a une exigence technique et organisationnelle de niveau intermédiaire, notamment le recours à un certificat électronique, plus souple que celle de la signature qualifiée. Toujours dans le cadre de niveau avancé, il est utile pour le développement d'usages à moyen et voire fort enjeu. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de présomption de fiabilité. À ce moment-là aussi, la charge de la preuve revient au défendeur. Le troisième niveau qualifié, c'est un usage obligatoire des produits de cryptographie. Il bénéficie de la présomption de la fiabilité, utile pour le développement d'usages à très fort enjeu. Il reprend les concepts de la signature sécurisée. Alors cette loi permet aussi d'encadrer les services de confiance complémentaires pour répondre aux nombreux besoins exprimés par les acteurs économiques, les administrations et aux nouveaux usages du numérique. Ces services sont la validation et la conservation de la signature électronique, du cachet électronique, l'horodatage électronique, le service d'envoi recommandé électronique et l'authentification des sites Internet. Ces services de confiance complémentaires sont inclus dans la loi 4320 et détaillés dans des textes d'application en faisant référence aux normes internationales pour leur implémentation. À cet effet, la présente loi, la loi 4320, établit des règles applicables aux services de confiance et aux prestataires qui les fournissent, afin d'accroître la confiance des utilisateurs dans ces services. Tous les prestataires de services de confiance doivent se soumettre aux exigences de la présente loi, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, quant à leur activité et à leur service. Toutefois, eu égard au type de service fourni par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction au niveau de ces exigences entre, d'une part, les prestataires de services de confiance agréés et d'autre part, les prestataires des services de confiance non agréés. Alors, pour cela, 2 régimes d'encadrement de ces prestataires sont proposés. Un régime bénéficiant d'une confiance accrue mais soumis à des exigences strictes liées à l'obtention d'un agrément, et un régime peu contraignant sans agrément. En ce qui concerne le contrôle de la cryptologie, la loi 4320 prévoit un cadre législatif qui permet de limiter le contrôle sur la cryptologie de ce qui est susceptible de nuire à la préservation des intérêts de la défense et la sécurité de l'État. La loi 4320 inclut également des dispositions transitoires qui permettent de garantir la sécurité juridique des entités qui utilisent déjà des certificats sécurisés ayant été délivrés avant l'adoption, bien évidemment, de cette loi. Et c'est conformément aux exigences législatives en vigueur relatives à l'échange électronique des données juridiques. Il convient en fait de noter que la loi 4320 comprend
84 articles, répartis en fonction du contenu et des thèmes traités à travers les axes suivants. Le premier titre, dans lequel on trouve des régimes applicables aux services de confiance pour les transactions électroniques et aux moyens et prestations de cryptologie, qui est composé de 4 chapitres. Le premier chapitre relatif aux services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires des services de confiance et des obligations des titulaires du certificat électronique. Deuxième chapitre, il traite les moyens et prestations de cryptologie. Troisième chapitre, elle traite l'autorité nationale du service de confiance pour les transactions électroniques. Et le quatrième chapitre, elle traite de la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables. Dans le deuxième titre, on trouve des dispositions modifiant le code des obligations et des contrats. Et dans le troisième titre, des dispositions diverses, transitoires et finales. Telle est la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. On a vu un aperçu sur le contexte historique de la signature électronique au Maroc, en passant par la présentation faite à la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions numériques. Maintenant, on doit répondre sur une question très importante qui est: qu'est-ce que c'est une signature électronique et comment elle fonctionne? La signature électronique est une méthode électronique permettant de valider et d'attester l'approbation d'un document, d'une transaction ou d'une communication numérique. Il remplace la signature manuscrite traditionnelle en offrant un moyen sécurisé et efficace de garantir l'identité du signataire et l'intégrité du document ou la transaction associée. Cette évolution numérique répond aux besoins croissants de rapidité, de flexibilité et de sécurité dans le monde de plus en plus connecté. Concernant le fonctionnement de la signature électronique, il repose sur l'utilisation de clés cryptographiques, qui sont des données mathématiques complexes permettant de garantir la sécurité du processus, voire une explication détaillée du fonctionnement. Je récapitule en fait, le fonctionnement de la signature électronique repose sur l'utilisation de clés cryptographiques, ce qui renforce la sécurité et la fiabilité. Alors, d'abord, la création de clés. L'utilisateur génère une paire de clés cryptographiques composée d'une clé privée et d'une clé publique. La clé privée reste confidentielle et connue uniquement de l'utilisateur, tandis que la clé publique est partagée. Deuxièmement, l'utilisation de chiffrement, c'est-à-dire lorsqu'un document doit être signé électroniquement, la clé privée de l'utilisateur est utilisée pour chiffrer une empreinte numérique unique du document, créant ainsi ce qu'on appelle une signature électronique. Troisième élément, on a la transmission avec la clé publique. La signature électronique associée à la clé publique de l'utilisateur est attachée au document et la clé publique est accessible à tout le monde. Quatrième élément, on a la vérification. Alors, pour vérifier l'authenticité de la signature,
la clé publique est utilisée pour décrypter l'empreinte numérique. Si le résultat correspond à l'empreinte numérique recalculée du document, la signature est considérée comme authentique. Et puis, on a question de sécurité et d'intégrité. La sécurité de la signature électronique repose sur la nature cryptographique du processus. La clé privée est connue uniquement de l'utilisateur. Il assure que la signature est unique à cette personne. De plus, toute modification apportée au document après la signature entraînera une incompatibilité avec l'empreinte numérique, garantissant ainsi l'intégrité du document. En ce qui concerne la conformité juridique, au Maroc, la signature électronique est régie par la loi 4320, comme je viens de vous parler. Anciennement, il a modifié la loi 5305 qui définit les normes et les critères d'authentification nécessaires pour garantir sa validité juridique, comme je viens de dire tout à l'heure à l'introduction. Niveau simple, niveau avancé et niveau qualifié. Alors, et dans ce cas-là, dans ce sens, ce cadre légal assure que les transactions signées électroniquement ont la même valeur légale que celles signées manuellement. Il y a quelques applications pratiques, c'est-à-dire la signature électronique trouve des applications dans divers domaines, tels que la validation du contrat, la soumission des documents légaux, la gestion électronique des documents et bien d'autres. Son fonctionnement sécurisé en fait un outil essentiel pour les transactions numériques dans un monde de plus en plus connecté. On va se voir les types de la signature électronique. Premièrement, la signature simple, qui est faite par une utilisation d'un code ou d'un mot de passe. C'est-à-dire que la signature électronique de type simple est la méthode la plus basique. Elle implique l'utilisation d'un code secret ou d'un mot de passe pour authentifier l'utilisateur. Bien que facile à mettre en œuvre, elle offre un niveau de sécurité de base, c'est-à-dire que c'est une option adaptée aux transactions moins sensibles ou un niveau de sécurité modéré et suffisant. Alors, quels sont les avantages de ce type de signature électronique? Alors, tout d'abord, il facilite l'utilisation. Accessible à tout le monde, cette méthode ne nécessite pas de technologie avancée. Alors, à part la facilité d'utilisation, il y a l'adaptabilité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle convient aux situations où un niveau de sécurité modéré est acceptable. Ce qui la rend un peu vulnérable. Et du coup, il y a des limites. Alors, question de vulnérabilité, c'est que ce type de signature électronique, elle est moins sécurisée que les autres types, car il dépend d'un code ou d'un mot de passe. Deuxième élément, ou deuxième type plutôt, c'est la signature avancée. Signature avancée, il contient un niveau supérieur avec des données biométriques ou une authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire la signature électronique avancée élève le niveau de sécurité en introduisant des éléments biométriques ou une authentification à 2 facteurs. Par exemple, un code PIN combiné à une empreinte digitale. Alors, ces caractéristiques uniques renforcent l'authentification de l'utilisateur, offrant ainsi une protection accrue, particulièrement dans des contextes où des informations sensibles sont en jeu.
contient plusieurs avantages de son côté aussi. Question de sécurité, il a un niveau de sécurité renforcé par l'ajout de données biométriques ou d'une authentification à deux facteurs, renforce considérablement la sécurité. Adaptabilité à des contextes sensibles, c'est-à-dire il convient aux transactions nécessitant un niveau élevé de sécurité. Mais ça n'empêche pas qu'il a des limites, comme par exemple la complexité potentielle, qui peut être plus complexe à mettre en œuvre et à gérer, surtout dans des environnements grand public. Ça, c'est parmi les limites faites aux signatures avancées. Troisième type, c'est la signature qualifiée. La signature qualifiée atteint le plus haut niveau de sécurité avec ce qu'on appelle une certification par un prestataire de services de confiance. C'est-à-dire que la signature électronique qualifiée est le niveau le plus élevé de la sécurité disponible. Elle implique l'utilisation de certificats électroniques délivrés par des prestataires de services de confiance, généralement des organismes accrédités par le gouvernement. Récemment, on parle d'un certificat confirme non seulement l'identité de l'utilisateur, mais également la fiabilité du processus de signature. Alors, parmi les avantages de ce type de signature, c'est qu'il est fiable au maximum, c'est-à-dire que la certification par un tiers de confiance assure une intégrité et une authenticité maximale. Après, il y a une sorte de reconnaissance juridique renforcée, souvent utilisée pour des transactions hautement sensibles, nécessite une reconnaissance juridique maximale. Bien évidemment, les limites qui peuvent être liées à ce type de signature, c'est que souvent qui sont plus coûteuses et complexes à mettre en œuvre en raison des exigences réglementaires strictes. Le choix selon le contexte, le choix entre ces types de signatures électroniques, il dépend du contexte de la transaction. Pour des transactions courantes et moins sensibles, la signature simple peut suffire. Tandis que des transactions plus critiques et peuvent exiger le niveau de sécurité supérieur offert par la signature avancée ou qualifiée. Concernant les avantages de la signature électronique, il y en a plein, bien sûr, comme il a été mentionné dans l'introduction. Il y a un gagné de temps très très important, surtout dans ce qu'on appelle l'élimination des délais postaux et les déplacements physiques qui prend beaucoup de temps. La réduction de temps, certainement, il y a quelques frais qui sont exigés pour avoir une signature un peu avancée ou bien celle qui est qualifiée. Et sachez que les coûts, ils sont dans la pratique, comme l'utilisation de moins de papier, moins d'impression, les frais de gestion qui sont moins, etc. Il y a une sorte, aussi on peut parler de la sécurité juridique, c'est-à-dire que cet élément-là, il est conforme à la législation marocaine et reconnu par le droit marocain. De ce qui est passé, il convient en fait de préciser que la loi numéro 43/20 prévoit que toute signature électronique doit être liée de manière univoque à la personne qui l'a apposée. Il doit être sous le contrôle exclusif de cette personne. La loi précise également que la forme de signature électronique utilisée doit être proportionnelle aux risques associés à la transaction électronique.
Ainsi, il est recommandé d'utiliser une signature électronique qualifiée pour les transactions les plus importantes et les plus risquées, tandis qu'une signature électronique simple peut être suffisante pour les transactions de faible valeur ou bien de faible risque. En ce sens, il convient de noter que le fait d'utiliser la signature électronique comme moyen de preuve devant la justice ne peut être refusé pour la simple raison qu'il soit électronique ou qu'il ne répond pas aux exigences d'une signature électronique qualifiée, comme il a été indiqué dans l'article 7 de la loi 43. Alors on passe voir de l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques. Face à l'utilisation croissante des technologies numériques, la loi 43/20 a été l'occasion de renforcer les attributions et missions de l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques. Celle-ci a pour objectif de superviser les prestataires de services de confiance électronique. Ces derniers sont des services qui permettent d'identifier de manière sûre et fiable les parties impliquées dans une transaction électronique et d'assurer l'intégrité et la confidentialité des données échangées et de garantir la non-répudiation des transactions. Ces services comprennent notamment les signatures électroniques, les sceaux électroniques, les autorités de certification, les prestataires d'horodatage électronique et bien d'autres. Alors, l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques encourage la confiance dans l'environnement numérique et favorise la création d'un marché de services de confiance électronique compétitif et innovant. Alors, elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs du marché de services de confiance électronique pour améliorer la qualité des services, proposer et réduire les coûts pour les utilisateurs. Cette autorité, l'autorité nationale, a pour mission de superviser ces prestataires de services et de s'assurer qu'ils respectent les exigences légales en matière de sécurité et de fiabilité des services de confiance électronique, d'ailleurs d'après l'article 52 et 54 de la loi 43. Il est également chargé de délivrer les certificats de conformité aux prestataires de services de confiance qui répondent aux normes de sécurité et de fiabilité. Il propose également les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux services de confiance pour les transactions électroniques. Enfin, l'autorité nationale est habilitée à vérifier la conformité des services de confiance électronique avec les lois et règlements applicables. Dire que cette vérification peut être effectuée sur demande ou à l'initiative de l'autorité elle-même, ou bien des experts peuvent être sollicités pour aider l'autorité dans sa mission de contrôle. Les coûts liés à ces opérations sont à la charge du prestataire de services de confiance, d'après l'article 55 de la loi 43/20. On peut ajouter que la signature électronique a des utilisations bien pratiques, c'est-à-dire dans les contrats électroniques, la possibilité de conclure de contrats de manière électronique, dans le cadre des administrations publiques, l'application dans des transactions gouvernementales et administratives, comme je viens de vous dire tout à l'heure, et dans le cadre du secteur privé, il y a l'intégration croissante dans les transactions commerciales. On peut aussi ajouter que la signature électronique
Il fournit une sorte de sécurité et de confidentialité par les moyens dont je viens de vous parler, la cryptographie, la sécurité et la protection des données aussi. Sachez que le taux d'adoption et la croissance de l'utilisation de la signature électronique dans les entreprises et les services publics ne cesse pas de s'augmenter et des statistiques d'utilisation, c'est-à-dire les données sur le nombre des signatures électroniques émises, elles témoignent de ce que je viens de dire. Alors, quels sont les défis, les perspectives d'avenir? Alors, les défis, il y a une sorte de sensibilisation, une confiance des utilisateurs et une adaptation continue des cadres légaux. Concernant les perspectives d'avenir, il y a l'intégration plus poussée dans les divers secteurs et aussi un renforcement des mesures de sécurité imposées dans l'utilisation de la signature électronique. Seulement, pour conclure, le droit marocain reconnaît la validité de la signature électronique et des contrats électroniques. Cependant, l'utilisation de la signature électronique est soumise à certaines conditions et les parties doivent s'assurer que les conditions de formation du contrat sont respectées avant. La preuve aussi, on peut en poser la question de la preuve de la signature électronique telle qu'il était prévu par la loi 5305 relative à l'échange électronique. Comme je vous ai expliqué, dans le cadre du contrat électronique, repose sur l'utilisation d'un certificat électronique délivré par un prestataire de services de conformité électronique, qui permet d'attester que l'identité du signataire, de la validité de la signature électronique et de la date et l'heure de la signature. Et c'est très importante la question de l'heure dans les contrats électroniques. C'est très très important cette question d'heure, ça a posé beaucoup de problèmes au niveau des transactions internationales, au niveau des transactions du commerce international. Alors, en cas de litige, la preuve de la signature électronique peut être apportée par tout moyen, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à condition que l'intégrité et l'authenticité de la signature électronique soient préservées. Et d'ailleurs, la nouvelle loi, le numéro 4320 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, établit un cadre juridique solide pour la protection des données à caractère personnel au Maroc. Alors, il renforce les droits des personnes concernées et établit des obligations spécifiques pour les prestataires de services. Si on peut ajouter que l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques, de son côté, est une institution clé dans le développement d'un environnement numérique sûr et fiable au Maroc. Il joue un rôle important dans la promotion de la confiance dans l'économie numérique et la protection du droit des consommateurs et des utilisateurs du service électronique. Alors, pour conclure, il convient de préciser que la sécurité numérique est un enjeu crucial dans notre époque. L'État peut garantir la sécurité numérique en adoptant une approche multifacette, si vous voulez, qui comprend la réglementation, la sensibilisation, la collaboration, la formation et la surveillance. Aussi, la mise en place des différentes réglementations a pour objectif d'obliger les entreprises et les organismes à prendre des mesures de sécurité numérique appropriées pour protéger les données des utilisateurs et aussi recourir à des campagnes de sensibilisation pourra également informer les citoyens et les entreprises sur les menaces et les risques de sécurité numérique. Alors, ces campagnes d'utilisation ou bien de sensibilisation pourront inclure des conseils pratiques pour protéger les données, des avertissements sur les escroqueries, les phishing, voire des informations sur
les dernières tendances en matière de sécurité numérique. En parallèle, l'État pourra collaborer avec différentes structures pour identifier les menaces et les vulnérabilités et mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Il pourra investir en outre dans la formation des professionnels de la sécurité numérique pour s'assurer que les entreprises et les organisations ont accès aux compétences nécessaires en la matière. Enfin, la surveillance des réseaux et divers systèmes sert à détecter les menaces, les attaques de sécurité numérique et la collecte de données sur les incidents pour mieux comprendre les tendances et les risques de sécurité numérique.